à votre écoute pour, les questions, surtout si je suis passée un petit peu rapidement, notamment sur, le système réglementaire. Thomas, je te passe, la parole. Alors, je vais proposer aux personnes qui sont connectées en visio de plutôt écrire leurs questions si ça ne les dérange pas. Sinon, ça OK. va être un peu compliqué. Par contre, je vois que Arnaud est connecté. Peut-être qu'il veut prendre la parole. Oui, Arnaud, le micro Oui, est en bas merci. à gauche. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de vous avoir rejoint trop tard parce que mon administrateur, je ne sais pas qui c'est, mais d'ailleurs mon administrateur avait bloqué l'installation Cisco, donc j'ai dû me faire dépanner. Voilà. Merci d'abord Thomas pour l'organisation de cette réunion, puis à chacun d'entre vous de participer. Évidemment, on est une assez belle équipe ici. Ça vous a été, je crois, présenté au début de la réunion et on est vraiment à l'écoute et en particulier de la Corse. En tous les cas, moi aussi, j'y suis beaucoup très attentif à tout ce qui se passe en Corse pour des raisons que certains d'entre vous savent bien. Mais voilà, et donc on sera vraiment, vraiment prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. Je crois qu'on est dans un bon momentum. Il y a aujourd'hui, comme ça vous a été dit, effectivement, non pas la fin des mesures Trump, mais au moins la suspension, et il y a de fortes raisons qu'on trouve un accord définitif qui permettra effectivement une fin définitive pour le coup. Donc je crois que c'est un très bon momentum. Par ailleurs, bon, le plan de relance français aujourd'hui est quand même assez favorable aussi parce qu'il permet avec des chèques relance export précisément de vous faciliter, de vous aider les choses pour atteindre un marché lointain comme le nôtre. Je pense aussi que vos produits sont maintenant d'une tellement bonne qualité qu'ils peuvent parfaitement rivaliser sur ce marché américain assez exigeant parce que il est devenu exigeant au fil du temps. Moi qui suis ici depuis à peu près 12 ans, je vois les choses évoluer et j'ai vu les choses beaucoup évoluer ces dernières années. Je pense que le marché a beaucoup changé, que maintenant les Américains connaissent les choses, ils sont capables de faire la différence entre les produits et ils sont à la recherche de produits nouveaux. Effectivement, Manila y avait parfaitement raison de dire que peut-être la Nouvelle-Zélande se taille un peu la part du lion, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un public de consommateurs très éduqué et qui est vraiment capable de faire la différence entre les différents produits du nouveau monde. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut appeler ça le nouveau monde, mais du nouveau monde et effectivement d'une autre qui a beaucoup de choses à dire et à faire sur ces marchés. Euh, Dernier petit point pour compléter tout ce qui a été fort bien dit par Émilie et par Manilai dans l'équipe. Je crois aussi que le digital offre des opportunités vraiment très grandes. Alors, d'abord parce que les Américains sont habitués à ça, beaucoup plus qu'en Europe, pour être tout à fait franc. Je crois que les Américains, déjà, parce que la taille du continent faisait qu'ils travaillaient plus facilement probablement au digital et bien avant nous. Donc pour eux, c'est facile et on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Peut-être Manila, tu pourras préciser mon propos, mais en faisant des dégustations digitales, moi au début, ça m'a paru extrêmement étrange et un peu, un peu bizarre vraiment, mais ça marche bien, ça marche vraiment très très bien. Ça vous évite, vous, de dépenser des sommes relativement importantes en venant sur ce marché lointain, cher quand même, parce que quand on se déplace, l'hôtel, les frais d'avion et tout ça coûte cher. Ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large que le pitch que l'on peut faire dans une ville plus qu'une autre. Alors là, on peut toucher plusieurs villes à la fois et donc quelque part mieux présenter ses produits. Et vous êtes présent parce que vous êtes en digital et vous pouvez donc faire apprécier les produits que vous avez envoyés en avance, si j'ose dire, à vos interlocuteurs, à vos prospects. Et évidemment, on est là pour vous aider à ça. Et donc ça, c'est une action qui, à mon avis, présente de très nombreux avantages par rapport à ce qu'on a pu faire même avant Covid. Voilà, il y a quand même des choses qui sont plutôt positives dans ce dispositif. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a encore une fois un bon momentum, probablement un dispositif aujourd'hui qui est assez bien adapté. On peut effectivement faire des belles choses en digital, même si ça ne remplace pas le fait de se parler et de se toucher complètement. Mais pour autant, voilà, je pense que c'est pas vraiment un obstacle.
Et pour conclure, vraiment, on est très attentif aux produits corses qui sont des beaux produits. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à faire. Merci beaucoup de votre attention. Merci Arnaud, je vais peut-être en profiter pour commencer avec une petite question à Manila et à toutes les équipes de Business France. Tu as mentionné Manila et que le marché américain était principalement un marché de cépages et tu as cité les grands cépages que tout le monde connaît à l'échelle mondiale. Moi, je voulais savoir un petit peu de votre ressenti sur le terrain. En Corse, on est sur une stratégie plutôt de différenciation avec des cépages qui sont très peu connus. Bon, à part le Vermentine qui est un peu plus connu, par exemple, mais en tout cas sur des noms qui ne parlent probablement pas du tout aux Américains. Est-ce que malgré tout, on a justement une population qui, comme Arnaud l'a dit, commence à s'éduquer, etc., mais qui peut aller jusqu'à faire de la recherche de cépages si peu connus que les nôtres, même si ça n'enlève bien sûr pas leur qualité. Ah, merci Thomas pour cette question et tout à fait, au contraire, aujourd'hui et comme je vous l'avais effectivement indiqué en introduction et ça pouvait être un petit peu, overwhelming comme on dit entre, les spiritueux, les bières, les vins domestiques etc. Mais aujourd'hui justement, ces cépages, indigènes en fait sont vraiment considérés comme des éléments de différenciation et au contraire, il faut les intégrer dans la stratégie de communication du storytelling, lorsque vous approchez le marché américain. Alors effectivement, historiquement, donc parmi les 5 États consommateurs, on a les 2 côtes, qui vont être particulièrement sensibles à ça parce que notamment en Californie où on produit du vin, mais également à New York, donc le consommateur est éduqué, il connaît, enfin il fait son ascension un petit peu naturelle des vins, un petit peu entrée de gamme si je puis dire et aujourd'hui, oui, on voit nombre de cavistes indépendants qui se spécialisent non seulement dans des vins français, dans des vins niches et justement avec des vins, dont le cépage est complètement, original et inconnu. Mais c'est vrai qu'il faut venir, du coup accompagner, ce storytelling, cet argument, terre commercial, si je puis dire, pour bien faire comprendre, l'identité en fait des vins corses. Merci. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, les personnes qui sont connectées, ou même éventuellement à prendre la parole. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Vas-y. Merci pour votre présentation qui était très riche, très intéressante. Plaisir. Peut-être si vous avez une précision à nous apporter sur les stocks, peut-être en fonction des canaux de distribution, que ce soit en CHR ou en grande distribution, notamment pour ce qui concerne le vin. Merci. Alors les stocks, vous voulez dire, les stocks actuellement en présence ou est-ce que vous voulez dire l'achalandage des magasins? Hem, Les stocks actuellement en présence, s'il vous plaît. Si vous avez des chiffres, d'accord. hein. Je n'ai pas de chiffres, mais plutôt des tendances. Alors effectivement, comme, on prenait l'exemple des importateurs-distributeurs qui se retrouvaient du coup avec des stocks à écouler puisqu'ils n'avaient pas pu, les vendre en CHR, se tournent vers le retail et c'est là où, effectivement, on a vraiment un très fort débit, au niveau du off-premise. Donc les stocks, alors j'ai cru entendre aussi qu'il y avait par moment, des manques, parce que le débit était tel que les fournisseurs ne suivaient pas toujours. Mais, i actuellement en CHR, les stocks sont assez faibles et en même temps pourquoi? Parce qu'ils essayent du coup avec, comme on le disait, le click and collect, c'est-à-dire de vendre des plats emportés avec, des boissons alcoolisées. Donc c'est un moyen pour eux aussi d'écouler leur inventaire et justement, ils ont aussi pris cette casquette où ils se sont adaptés et ils sont devenus eux-mêmes retailers. Donc certains restaurants, affichent des bouteilles à la vente, au détail en fait, sans enfin prennent cette casquette oui, de caviste. Donc je sais que ça ne répond pas entièrement à votre question avec des chiffres, précis, mais voilà, la tendance est vraiment, voilà, plus porter, d'énormes stocks en retail, des stocks qui s'écoulent doucement en CHR. Manila, pardon de te couper. Est-ce que ça t'ennuie d'enlever ton partage d'écran comme Ah non, ça bien peut rendre sûr. la conversation Oui, oui, digitalement plus conviviale? tout à fait. Non, mais Merci Manila. bonne remarque, pardon. Hop. Merci. Alors,
Moi, j'avais une question supplémentaire concernant la suspension temporaire de taxe Trump. Pour 4 mois, on a facilité la possibilité d'envoyer des vins aux États-Unis. Seulement, la plupart des personnes qui sont connectées aujourd'hui ne sont pas actuellement représentées aux États-Unis. Comment est-ce que vous ressentez les 4 mois qui arrivent? Est-ce qu'il va y avoir un effet d'aubaine côté américain où on va commander massivement des stocks et à ce moment-là, on aura peut-être une fin d'année qui va être. Alors, s'il n'y a pas de taxe Trump, donc qu'on peut continuer à travailler, est-ce que ça ne va pas un petit peu boucher le marché avec des stocks qui seront justement refaits au maximum au cas où, dans 4 mois, on ait à nouveau une taxe, quoi. Moi, je dirais sur le terrain, en tous les cas, ce qui nous est remonté, c'est que c'est une nouvelle qui est bien sûr, favorablement accueillie. On a vu effectivement, des importateurs, reprendre, les commandes. Je pense pas que comment dire? Et pour conséquence, de cumuler trop de stocks parce qu'aujourd'hui, au contraire, je crois qu'on revient alors effectivement au début les consommateurs allaient vers des vins d'entrée de gamme très voilà, en volume et on revient finalement, à cette tendance de premiumisation de vins de qualité, de vins, voilà qui se démarquent du reste. Et si vous voulez aujourd'hui le consommateur qui a acheté des vins, entre 15 et 20 $, voire 20 à 25 $. Lui, pendant la pandémie, acheter des vins entre 25 et 30 $, sans aucune, comment dire? Gêne dans la mesure où ils avaient du budget, complémentaire. Donc en fait, ces consommateurs premium sont toujours là et ils sont alors donc ça, c'est déjà un bon point et puis, ceux qui, étaient, s'étaient «rétrogradés» entre guillemets sur les vins d'entrée de gamme, reviennent en force avec, cette volonté, cette envie de vouloir déguster, connaître d'autres choses. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Manila, c'est sur cette tendance du consommateur premium, vous le voyez d'ailleurs sur les régions françaises qui ont le mieux résisté. Si vous regardez, ce sont des régions françaises qui ont plutôt un price point qui est assez élevé aux États-Unis, versus des régions qui ont tendance à vendre des produits plus entrée de gamme et qui, elles, ont plus souffert pendant l'année 2020. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la création de stock sur les 4 prochains mois, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment si ça va avoir lieu ou pas. Pourquoi? Parce que vous le savez sûrement, il y a une explosion des coûts logistiques en ce moment. Et notamment, il y a un gros backlog au niveau des containers, parce qu'il y a beaucoup de containers qui sont dirigés vers l'Asie. Et donc, il y a un petit backlog au niveau transatlantique. Donc, et il y a quand même en tout cas, des remontées qu'on a, c'est que la plupart des opérateurs s'attendent à ce que cette mesure soit entérinée et qu'elle ne soit pas juste pour 4 mois. Donc, on n'est pas tout à fait sûr. On va voir, mais on n'est pas tout à fait sûr de voir un énorme stockage. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont connectées éventuellement? Allez, je continue, il n'y a que moi qui pose des questions, mais en fait je suis le porte-parole de ceux qui sont derrière moi. On a vu donc une forte progression des ventes en ligne due principalement à la pandémie. Probablement que le monde d'après ne sera pas le monde qu'il était avant, donc ça risque de perdurer. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible, nécessaire, indispensable, lorsqu'on veut faire du e-commerce aux États-Unis, de quand même passer par un intermédiaire qui serait un importateur, ou il est possible de vendre en direct en e-commerce aux États-Unis? Oui, effectivement, il faut alors le système des 3 tiers, quand bien même, chaque État, applique un certain degré de flexibilité est tout de même là. Donc légalement, les 3 tiers, ne vont pas bouger. En revanche, il existe effectivement des systèmes qui viennent, contourner ou en tous les cas, aider à vendre directement auprès du consommateur.
mais il faut, comprendre que, en fait, il y a 2 choses dans le e-commerce. Il y a le direct to consumer qui est, le vigneron local américain qui peut vendre en direct, aux consommateurs. Donc il peut envoyer des vins de sa cave aux consommateurs sur l'ensemble des États-Unis. En revanche, quand on est un retailer, donc on est un magasin, on ne peut pas, distribuer, directement, aux consommateurs, enfin, dans l'ensemble des États, c'est limité à 15 États. Donc ça, c'est vraiment une distinction à avoir entre le direct to consumer et le e-commerce. Après, on a des types, d'acteurs qui sont purement en ligne et d'autres qui ont, comme je le disais, des magasins en physique, mais qui ne peuvent pas, pardon, qui ont des magasins physiques mais qui ont développé, leur plateforme digitale pour, justement, aider à écouler, à vendre, en retail. Donc oui, il faut un importateur sur le marché, qu'il soit clearer. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le clearer va un petit peu servir, d'intermédiaire, administratif pour, l'enseigne, par exemple, ou le caviste qui voudrait, commander, directement, si je puis dire, auprès du producteur. Même si encore une fois, c'est un peu de la langue de bois, mais officiellement, c'est pas on n'est pas censé dire que ça se passe comme ça. Et hem et après on a d'autres, alors c'est des systèmes, qui voient le jour et qui sont en train de se développer où on a, une uniformisation du système de distribution en ligne pour permettre, aux producteurs, international en l'occurrence, de vendre directement auprès du restaurateur et caviste. Mais, normalement, par la loi, effectivement le producteur, étranger ne peut pas vendre directement aux consommateurs. Et on enchaîne, une question de plus. Qu'en est-il de la consommation aux États-Unis des vins liquoreux? Alors la consommation spécifique, aux vins liquoreux, alors je n'ai pas de chiffres, sous la main. Je pourrais vous revenir, un peu plus tard, mais, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est un petit peu, des vins, consommation, à l'image, du champagne, c'est-à-dire assez saisonnier. En fait, on va assimiler, les vins liquoreux à des vins de dessert, à des vins, voilà, qui vont accompagner des occasions et pour le moment, on a moins vu de demandes, spécifiques pour cette catégorie de vins-là, mais elle reste, voilà, une consommation encore, enfin, elle est là, mais elle est confidentielle, encore confidentielle, je dirais, par rapport aux autres, catégories. Alors, de notre côté, dans la salle, il n'y a plus de questions. Tu as répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Avec plaisir. pour les personnes qui sont connectées, les quelques vignerons qui sont connectés, il y a éventuellement des questions. Vous pouvez intervenir dans le chat. Isabelle nous pose une question. Quelle est la demande en termes de consommation de vin bio? Donc ça, tu as partiellement répondu, me semble, en disant qu'il y avait quand même une croissance. Oui, 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 je dirais même que c'est presque, comment dire? Acquis dans le enfin, ça reste différenciant, mais c'est aujourd'hui, une demande, enfin un critère qui est directement intégré dans les demandes qu'on nous remonte et effectivement, je dirais, à plus de 50 des demandes qu'on a pu identifier, le bio en fait partie, hein. Ouais. Alors on pourrait parler aussi du HVE3, les hautes valeurs environnementales. C'est pas encore aussi établi, mais avec le storytelling, on peut arriver à exprimer, bah, le niveau de qualité, de cette certification. Et est-ce qu'il y a du coup, alors, si on va un peu plus loin, est-ce qu'il y a de la demande ou en tout cas de la connaissance en ce qui concerne les vins en biodynamie? Alors la biodynamie, c'est vraiment encore très, très particulier, ça reste confidentiel. Je dirais que, effectivement, peut-être dans l'image, dans l'esprit du consommateur, biodynamie, je suis pas sûre que ce soit encore très, très clair dans l'esprit américain, mais les fins connaisseurs, professionnels particulièrement, donc là encore, c'est encore plus niche que le niche du niche, le niche de la niche, si je puis dire. Mais non, il y a encore un travail de communication à faire là-dessus, mais j'aurais fort à parier que ça pourrait être, un élément de croissance, future.
Allez, une question, on a une question. Oui, j'ai encore une question, s'il vous plaît. Est-ce que, à tout Oui? hasard, vous auriez quelques éléments sociologiques qui permettraient, en plus, vous nous avez déjà donné notamment sur la consommation dans les États de l'Illinois, de New Mmh. York, de nous dire si, par exemple, les vins sont plus consommés dans les grandes villes ou dans les petites villes? Est-ce que c'est la même consommation? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent un petit peu entre je dirais la périphérie ou les grands centres urbains? Merci. Non, c'est une très bonne Ah bah, question. ouais. Je dirais que alors effectivement, historiquement sur les grands centres urbains, donc je pense à par exemple à la côte est à New York ou à la Californie avec San Francisco, on va avoir, des consommateurs éduqués, au palais, déjà «affirmés» entre guillemets et donc qui seront beaucoup plus réceptifs effectivement à des vins d'appellation, française et niche. Après, dès qu'on s'éloigne un peu des côtes et qu'on rentre un petit peu sur les plaines, je dirais que le consommateur actuellement est en passe, est en mutation, vers ce profil-là, mais ils sont plus réceptifs effectivement aux vins d'assemblage, je dirais. Mais j'ai tendance à dire que sur par exemple, je pense à l'Illinois particulièrement, une zone de consommation un petit peu en mutation. Parce qu'on a les 2, mais en même temps, on a vraiment je vois sur le terrain des importateurs qui se spécialisent justement sur des vins niches français et d'appellations particulières. Si je puis continuer dans les caractérisations, je dirais qu'au Texas, c'est historiquement un grand consommateur de vins de Bordeaux. Enfin, donc tout ce qui est des vins bold, des vins, de Cabernet, Sauvignon Merlot. Mais aujourd'hui, ben, il commence à se tourner aussi vers, les vins de Bourgogne et la Loire, est demandé, à travers tout le pays, qu'ils soient sur les 2 côtes, qu'au Midwest ou dans le sud. Donc, pour un petit peu caricaturer, je dirais effectivement les 2 côtes pour, des vins particulièrement, d'appellation en fait, de nos appellations et plus les vins d'assemblage/appellation, quand on rentre vers les terres. Merci. Allez, une petite dernière, une petite dernière. Mmh. Tu as présenté la répartition des couleurs. Alors, je me souviens plus très bien les chiffres. Il me semble que c'était le vin blanc en premier, le rouge en second et ensuite le rosé. Une part faible de rosé, je crois quelque chose comme C'est 10% ça. peut-être. Alors, Euh, ouais, c'est ça. ok. Avec aussi pas mal d'effervescents. Si mes souvenirs sont bons. J'imagine resté par le champagne principalement et peut-être le prosecco. Euh, Mmh. Arrête-moi si je me trompe. Non, 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 c'est bon. C'est ça. Euh, bon, bien évidemment, alors c'est pas une vérité qui peut s'annoncer aussi facilement que ça, mais en Corse, la couleur principale qui est proposée est le rosé, euh, par des caves coopératives principalement. Oui. Les vignerons Mmh. indépendants, c'est pas la même chose, mais à l'échelle de la région, c'est le rosé qui sort en premier lieu. Oui. Euh, alors, j'imagine que le rosé français principalement est du rosé de Provence. Mmh. Comment est-ce qu'on peut éventuellement arriver à quel avantage mettre en avant, comment arriver à se différencier des vins de Provence si on veut quand même proposer les rosés au marché américain? Merci pour cette question, Thomas. Je pense que pour les vins rosés, alors effectivement, le marché a connu un très fort boom, hein, vous n'êtes pas sans savoir, sur ces 10 dernières années et particulièrement ces 5 dernières années. Aujourd'hui, il est toujours aussi fort, mais il s'est un petit peu tassé. On va moins en croissance comme ça, mais en plus en stagnation, donc ce qui reste quand même de bons chiffres, même si, en comparaison avec les volumes de rouge et de blanc, ça paraît dérisoire, ça reste une belle part de marché. Effectivement, par rapport à la Provence, aujourd'hui, la Provence, a su relever un pari, ce qui est en fait, d'imposer la région comme une marque. Aujourd'hui, on va dire rosé, on va dire Provence. Provence pour égale rosé. En fait, on associe, la Provence au rosé. Et ils ont réussi à véhiculer en fait ce message à travers les réseaux sociaux. Donc ça a été vraiment le vecteur, qui les a installés dans l'esprit du consommateur américain. Donc aujourd'hui, le challenge peut-être pour les vins corses, ça serait, de revenir un peu sur ce storytelling et puis, des cépages qui forment, votre offre en fait, qui est bien unique et effectivement de réfléchir au positionnement prix
pratiqués sur le marché par ces vins de Provence, mais pas que. Je sais que, bon, par exemple, full disclosure, on a aussi, l'IGP Méditerranée qui commence à s'activer, sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se positionner comme, un vin aussi qualitatif, mais, moins cher, plus accessible. En revanche, ils ont beaucoup à travailler sur, encore, le storytelling et ce qui fait leur value en fait, leur différenciation sur le marché. Mais voilà, ils s'y intéressent, mais voilà, je pense qu'il faut aller dans ces sillons-là, dans ce sillage-là de travailler, son identité. Travailler l'identité, certes, très bien, mais alors pour ce qui est de faire un peu moins cher, ça risque d'être très très compliqué, voire même impossible. Alors moins cher, alors comme je disais tout à l'heure, si on ne peut pas être moins cher, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le package en fait? On est cher pour une raison et pour une raison, noble en fait. Enfin, pas juste parce qu'on veut faire des profits par exemple, c'est parce que, voilà, c'est du travail, à la main, de vigneron, enfin, ça fait partie du storytelling. Ouais, c'est ça. Si je peux juste compléter ce que dit Manilai sur ce storytelling, c'est vrai que ici, on a inventé Disney, on a inventé, voilà, le marketing est quand même très très largement à base d'images, etc. Et je pense que, alors bien évidemment, ça sera sûrement un peu compliqué d'arriver à un niveau tel que celui que la Provence a atteint aujourd'hui, mais le travail sur les réseaux sociaux, qui est pas forcément très très compliqué à faire, raconter une histoire, parler de l'histoire de la propriété, souvent, c'est très important, parce que les Américains vont aller chercher ça, ils vont aller sur Internet, ils vont aller essayer de voir le site Internet. Mettez des images, parfois même des vieilles images. On a l'impression pour nous que parfois que c'est un peu ringard, mais pas du tout. Ils adorent ça. Ils adorent vraiment que le produit soit ancré dans le territoire. Et alors là, pour le coup, la Corse a une histoire formidable à raconter. Donc vraiment, moi, je vous pousse à essayer de travailler là-dessus, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Ah Arnaud, ton micro a été coupé tout d'un coup. Je rétablis mon son. Oui, oui, ça fait vraiment énormément de sens de raconter l'histoire de la propriété. Je pense que c'est important. Je compléterais d'ailleurs que par, le fait que les consommateurs vont pouvoir créer cette proximité en s'appropriant un petit peu votre histoire et puis, aussi vos valeurs, enfin si vous avez, alors particulièrement les valeurs environnementales, en ce moment on est à fond dans le sustainable donc, le le développement durable, l'économie durable, et puis, on parlait tout à l'heure, on touchait du doigt du bio, enfin sur le bio, la biodynamie, ça fait un petit peu partie, des valeurs, intrinsèques de la France, hein, sur les valeurs environnementales. Donc je pense que alors je voyais par exemple, enfin j'ai un exemple qui me vient en tête, mais d'un producteur qui va particulièrement, prendre soin de son vignoble avec, des différentes plantations d'arbres, de fleurs et puis, permettre, à la population des abeilles de survivre dans ce monde. Enfin, bon, je prends un petit peu, je romance la chose, mais c'est ça, dont on a besoin en fait pour, connecter et là, on va avoir le consommateur américain qui va se sentir, attiré par votre identité et indirectement votre produit. Merci beaucoup. Je vais peut-être en profiter pour résumer un peu tout ça. Tu viens de terminer en disant qu'il fallait raconter une histoire. Ça tombe bien. On a des choses à raconter et et on a vraiment des choses à raconter. On voit qu'il y a une tendance à la premiumisation, donc on peut peut-être se mettre sur ce marché-là. Les couleurs qui sont disponibles sur le marché, c'est ce qu'on propose. Même si on a moins de blancs, on a des blancs qui sont sur de la très bonne qualité, donc ça peut être pas mal. Donc il semblerait quand même que le marché américain peut être un marché à potentiel pour nous. Bien évidemment, ça demande énormément de travail. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On est Avec tous, grand plaisir. bien évidemment, Manila et toute l'équipe. Arnaud, merci de t'être rejoint à nous, à la disposition des vignerons pour essayer d'attaquer tous ces différents marchés. Ouais.
Thomas, si tu veux, on est vraiment à votre disposition. S'il y a des questions qui vous viennent pas tout de suite, mais que vous souhaitez poser dans le truc, vraiment n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. On est là pour vous aider et pour vous faire comprendre les différents éléments du marché. Peut-être que même nous, on a oublié de parler d'un certain nombre de choses. Donc voilà, franchement, on est à l'écoute et on veut vraiment faire en sorte que vos produits réussissent sur le marché. C'est important pour nous tous aussi, hein. Ben, merci beaucoup, merci de vous être rendu disponible. Bonne journée chez vous, du coup, parce qu'il est très tôt. Nous, on va terminer la nôtre. On va aller vite rentrer à la maison pour respecter le couvre-feu. C'est déjà trop tard, mais c'est pas grave. Et bonne journée à vous. Et encore merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.